Nous allons explorer ensemble l'Égypte afin de découvrir la véritable histoire de l'une des plus célèbres reines de l'Antiquité, Cléopâtre. La beauté légendaire qui a pratiquement mis à genoux l'Empire romain. Qui était cette femme extraordinaire? Comment a-t-elle réussi à régner sur l'un des plus grands empires de l'Antiquité? Et pourquoi sa mort a mis fin à 3000 ans de règne pharaonique? Notre quête va nous amener à fouiller le désert à la recherche de momies, à plonger au cœur des ruines des palais et à faire face à un meurtrier royal. Vous d'abord, à la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Le cobra égyptien, l'une des créatures les plus meurtrières de l'Antiquité. Le cobra était à la fois craint et vénéré par les Égyptiens. Il symbolise la mort et l'immortalité. Le cobra est également célèbre pour une légende. Son venin mortel serait à l'origine de la mort du dernier pharaon de l'Égypte antique. Je m'appelle Josh Bernstein et je suis venu en Égypte pour en savoir plus sur la vie de la reine légendaire, Cléopâtre. Et qu'y a-t-il de mieux pour commencer que d'affronter sa mort tragique? Selon la légende, Cléopâtre se serait donné la mort en se laissant mordre par un serpent venimeux. Si cette histoire est vraie, le serpent en question aurait certainement été celui-ci, le cobra égyptien. Il y a combien? 100 mg. 100 mg? 100 mg, oui. Ça peut tuer combien de personnes? 5 personnes. 5 personnes. Oui. S'il me mordait, je mourrais en combien de temps? 1 heure. 1 heure? Oui. Est-ce que c'est le serpent qui a tué Cléopâtre? C'est la légende. Et le problème est bien là. Nous pensons savoir beaucoup de choses sur Cléopâtre parce que sa vie a été racontée maintes et maintes fois par les historiens et par Hollywood. La version la plus crédible de ce mythe provient d'un historien antique du nom de Plutarque. Il décrit une reine magnifique et impitoyable. Pour satisfaire sa soif de pouvoir, Cléopâtre aurait séduit les grands dirigeants de l'Empire romain. À une époque où l'Égypte et Rome étaient enfermées dans une lutte épique pour la suprématie, les liaisons de Cléopâtre ont ébranlé l'Antiquité. Parmi tout ce que l'on sait sur cette reine légendaire, qu'y a-t-il de vrai? Il faut bien comprendre que l'histoire de Cléopâtre a été écrite par ses ennemis, les conquérants romains. Nous allons donc devoir faire de longues recherches pour séparer les faits de la fiction. Ma quête commence à Alexandrie, la ville portuaire au nord de l'Égypte. Il y a 2000 ans, cette ville était la capitale égyptienne, le siège du règne de Cléopâtre. Je me dirige vers la plus célèbre bibliothèque du monde, la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Malheureusement, il y a des siècles de cela, l'ancienne bibliothèque et tout son contenu ont été détruits. L'histoire de Cléopâtre, écrite par ses propres érudits, est donc perdue à tout jamais. Mais il existe peut-être une autre source d'information. J'ai rendez-vous avec l'historien égyptien Okasha El-Dali pour en savoir davantage. C'est la bibliothèque la plus incroyable que j'ai jamais vue. Nous sommes dans la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, où se trouve une collection unique de manuscrits anciens.
Nos trésors sont tous ici. Okasha el-Dali étudie les textes arabes médiévaux. Longtemps ignoré par les intellectuels occidentaux, il dévoile un portrait de la reine égyptienne radicalement différent. Commençons par la vision romaine. Comment était-elle perçue par les Romains de l'époque? Ils ne l'aimaient pas et avaient peur d'elle. En réalité, les Romains ont dépeint Cléopâtre comme une séductrice coquette, souhaitant conquérir Rome et régner sur le monde. Ces manuscrits la décrivent différemment? Exactement. Et que disent-ils? Beaucoup de ces manuscrits arabes sont élogieux quant à ses compétences de chef et ils la décrivent comme une grande scientifique. Il n'y a pas une seule allusion à sa sexualité ni à son apparence physique. Même si ces textes ont été écrits bien après la fin du règne de Cléopâtre, ils s'inspirent des papyrus et documents écrits par ses contemporains. Ce compte-rendu écrit en 900 après Jésus-Christ est typique. C'était une grande philosophe. Elle appréciait la compagnie des intellectuels et a écrit des livres sur la médecine, les cosmétiques et sur beaucoup d'idées philosophiques. Pourquoi les Romains l'ont décrite comme une magnifique séductrice, alors que dans les textes arabes, c'est une intellectuelle respectée? Pour deux raisons. Les Romains détestaient l'idée d'une femme puissante, alors que les Arabes étaient davantage habitués à avoir des femmes compétentes au pouvoir. Ils n'étaient pas effrayés par une femme intelligente comme Cléopâtre, comme l'étaient les Romains. Est-ce que c'était une belle femme? Vous allez en juger par vous-même. Ok. Okasha el-Dali m'emmène au musée gréco-romain où, selon lui, je vais pouvoir faire la connaissance de Cléopâtre. Nous sommes à peu près sûrs qu'il s'agit de Cléopâtre VII, notre célèbre reine. Enfin, je la vois. Cette sculpture ne correspond pas vraiment à la belle femme présentée par Hollywood. Comment on sait que c'est Cléopâtre? Comme pour la plupart des statues royales de cette époque, nous ne pouvons pas en être sûrs à 100%. Nous sommes pratiquement certains qu'il s'agit de Cléopâtre VII, à cause des célèbres pièces de monnaie répertoriées. Je vais vous montrer ces pièces et vous pourrez vous faire votre opinion. Nous avons eu une autorisation spéciale pour entrer dans les coulisses du musée. Des pièces émises pendant l'Antiquité sont exposées dans un lieu sûr et bien gardé. Okasha el-Dali m'emmène voir une collection de pièces émises sous le règne de Cléopâtre. Elles datent de la dynastie ptolémaïque? Oui, toutes ces pièces, de Ptolémée Ier à Cléopâtre. Toutes ces pièces ont son visage de gravé. Oui, sur ces 7 pièces. Mais elles ne sont pas toutes en bon état. Les deux du bas sont bien conservées. La voilà. Cette gravure ressemble énormément à la statue que nous venons de voir. Et elle a donné son aval pour ces pièces? La monnaie doit être approuvée par les dirigeants, le représentant de la reine ou le monarque. Cléopâtre a certainement dû donner son aval. Elle n'était pas laide? Toute cette histoire est en train de devenir un mystère. Il existe deux visions complètement différentes de Cléopâtre. Pour découvrir laquelle est vraie, je dois en savoir davantage sur sa vie, sa dynastie et l'empire sur lequel elle a régné. Pour cela, je vais me rendre sur un site de sépulture antique afin de mettre à jour les secrets de la plus belle momie du monde.
Je suis en Égypte à la recherche de la véritable histoire de Cléopâtre. Jusqu'à présent, j'ai découvert 2 portraits contradictoires de la reine égyptienne. L'un d'entre eux provient de sources romaines antiques, où Cléopâtre était une belle femme qui a utilisé ses charmes au lieu de son armée pour capturer le cœur de César et de Marc-Antoine. L'autre portrait, trouvé dans les textes arabes anciens, la décrit comme un chef brillant, une philosophe et une scientifique. Ça n'a rien à voir avec la vision des Romains. Tout à fait. Pour réussir à percer le mystère, je vais devoir en apprendre davantage sur Cléopâtre et sa dynastie. Et je sais où aller pour ça. Je suis au musée égyptien du Caire, qui regroupe la plus grande collection d'objets égyptiens antiques au monde. Je suis venu rejoindre un vieil ami, le docteur Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Docteur Zahi, si quelqu'un peut me mettre sur la voie de la vraie Cléopâtre, c'est bien lui. Docteur Zahi, comment ça va? Ça fait plaisir, comment Vous allez-vous? êtes superbe. Merci. Où est le chapeau? Vous le verrez plus tard. Cette fois, je viens vous voir pour Cléopâtre. Allons voir des choses la concernant. Le plus important à savoir sur Cléopâtre, c'est qu'elle n'était pas égyptienne. Elle était grecque. Comment une femme grecque a pu devenir aussi puissante en Égypte? Tout a commencé en 332 avant Jésus-Christ, lorsqu'Alexandre le Grand est arrivé en Égypte et qu'il a fondé Alexandrie. Le docteur Hawass m'explique que c'est Alexandre le Grand qui a instauré la suprématie grecque en Égypte. À sa mort, Ptolémée, l'un de ses généraux, est devenu le premier pharaon grec. Ses descendants ont régné pendant les 3 siècles suivants. Cette pièce renferme des objets d'art de cette époque. Pour avoir réussi à régner sur l'Égypte, à quel changement culturel la dynastie ptolémaïque a dû faire face? Tout d'abord, ils ont fait quelque chose de très intelligent. Ils ont associé les dieux égyptiens aux dieux grecs. Ensuite, ils n'ont pas construit de temples grecs. Ils ont construit des temples égyptiens parce qu'ils dirigeaient l'Égypte. Au lieu d'imposer les valeurs et les traditions grecques à cette civilisation antique, la dynastie de Cléopâtre a réussi à s'imposer en devenant elle-même égyptienne. Voici un pharaon. Il n'est pas égyptien. Regardez son visage. C'est un grec. Et le Némès est un couvre-chef égyptien. La forme de son corps est égyptienne. La jupe est égyptienne. C'est le meilleur exemple pour expliquer à quel point les Ptolémaïques s'étaient égyptianisés, même s'ils étaient d'origine grecque. Si les Grecs s'adaptaient si bien à la culture égyptienne dans leur rapport à la vie, qu'en était-il pour la mort? Le mieux pour ça, c'est que je vous emmène à Saqqara. J'ai une surprise à vous montrer là-bas. Mais allons d'abord nous changer. Mettez votre uniforme, je prends mon chapeau et on y va. Prenez votre chapeau. Saqqara se trouve dans le désert, à 1 heure de route du Caire. C'est un cimetière, aussi appelé une nécropole. Pendant des siècles, les Égyptiens de l'Antiquité, riches ou pauvres, étaient amenés ici pour y être enterrés. Voici Saqqara. Le docteur Hawass m'explique qu'une équipe d'archéologues expérimentés fouille un nouveau site. Ce qu'ils sont en train de mettre à jour pourrait nous en apprendre beaucoup sur la période ptolémaïque. Il y a des restes humains partout. C'est un enfant? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de tombes d'enfants, les archéologues pensent qu'une épidémie a dû s'abattre sur la région. Cependant, les tombes ne comprennent ni nom, ni signe particulier. En l'absence de décoration et d'objets, il est difficile de les dater.
Il nous faudrait une momie bien conservée d'un adulte. Cela nous permettrait peut-être d'établir un lien entre ce site, Cléopâtre, et sa dynastie ptolémaïque. Le docteur Carroll vient de dire qu'ils avaient bien étudié ce site en amont et qu'une momie est très certainement présente à cet endroit. Ils vont l'ouvrir pour la première fois. Quelle chance incroyable de pouvoir assister à la découverte d'une momie. Il faut prendre beaucoup de précautions. Les restes de tissus et de fragments osseux sont les preuves fragiles du passé. C'est un travail minutieux. Trouver quelque chose d'intact est une exception, pas une règle. Je vais vite m'en rendre compte. C'est en mauvais état. Des pilleurs de tombes nous ont devancés. À un moment donné, au cours des 20 derniers siècles, le corps qui reposait ici a été déterré et détruit. Peu importe les indices qu'il y avait, ils ont disparu il y a bien longtemps. C'est le cas de beaucoup de tombes à Saqqara. À la recherche de trésors, les voleurs les ravagent. Zahi Hawass décide donc de me montrer une précieuse découverte. En 2005, une de ses équipes d'archéologues a fait une découverte exceptionnelle. Un trésor enterré dans ce site et sans indication particulière. Un sarcophage en bois, vieux de 2300 ans, datant de la dynastie ptolémaïque. C'était déjà remarquable de voir ça, mais lorsqu'ils ont ouvert le cercueil... Et voilà. C'est la plus belle momie jamais découverte en Égypte. À quoi on reconnaît la dynastie? Tout d'abord, on le voit au visage avec le masque. C'est le masque typique qui marque le début de la période ptolémaïque. Ensuite, la forme de la momie est aussi typique de la Grèce. Et pour finir, les inscriptions et les couleurs. On ne les trouvait qu'au début de la période grecque. Cette momie confirme que les ancêtres de Cléopâtre ont abandonné leur tradition funéraire grecque en faveur des rites égyptiens. Pourquoi les Grecs ont renoncé à leur culture? Ils ont compris que pour être adoptés, ils devaient s'égyptianiser. Ils mouraient en égyptien. Ils devaient porter l'uniforme, utiliser les hiéroglyphes et le plus important, c'est qu'ils ont adopté les croyances égyptiennes de la vie après la mort. Cela nous apprend beaucoup de choses à propos de la dynastie de Cléopâtre. Mais pour percer les mystères de la reine, il va me falloir plus qu'une belle momie. Zahi Hawass me dit que la dynastie de Cléopâtre a construit plusieurs temples dédiés aux dieux égyptiens dans le sud de l'Égypte. J'en apprendrai sûrement davantage sur Cléopâtre en m'y rendant. Je vais peut-être y découvrir une nouvelle vision de la reine. Je quitte le Caire et pars vers le sud, au cœur de l'Égypte. Je suis en Haute-Égypte. Ce que j'aime chez les Égyptiens, c'est qu'ils savent faire une belle entrée. Je me trouve au temple d'Edfou, construit par les ancêtres de Cléopâtre au IIe siècle avant Jésus-Christ. J'espère qu'il va me dévoiler des secrets sur Cléopâtre et le monde qu'elle a dirigé. Mais je vais avoir besoin d'aide pour déchiffrer les inscriptions murales. Professeur Eldamati, bonjour, Josh. C'est pourquoi j'ai demandé au docteur Mamdou Eldamati, professeur en égyptologie, de me faire visiter. Il va pouvoir m'aider à comprendre les hiéroglyphes. Bel endroit, hein? C'est un beau temple et l'un des plus importants de l'époque ptolémaïque.
Mamdou el-Damati me raconte que la religion était capitale dans l'Égypte antique. Les Ptolémées s'en sont servis pour dominer leurs sujets égyptiens. Ce temple en est le parfait exemple. Edfou a été construit en l'honneur du dieu faucon Horus. Les Égyptiens de l'époque croyaient que les pharaons étaient la manifestation physique d'Horus sur terre. En s'apparentant à Horus, les Ptolémées prétendaient qu'eux aussi étaient des dieux, et qu'en tant que dieux, ils avaient le droit de régner sur le peuple égyptien. Edfou est également le lieu où les prêtres égyptiens ont archivé leurs traditions et événements historiques les plus importants directement sur les murs. Mamdou el-Damati veut me montrer une inscription particulièrement intéressante. Ils écrivaient tout sur les murs? Oui, et regardez ici. Une inscription qui suggère que la stratégie ptolémaïque pour dominer le peuple n'a pas toujours fonctionné. Ce texte parle d'une rébellion. Et ce ne fut pas une petite rébellion. Elle a duré pendant le règne de 2 pharaons, entre 205 et 186 avant Jésus-Christ. Cet âne signifie la rébellion. Est-ce que les rébellions étaient fréquentes? Très fréquentes. Ah oui? Oui. Ces hiéroglyphes nous prouvent qu'il y a eu plusieurs tentatives sporadiques égyptiennes pour renverser les dirigeants grecs. Lorsque le roi est représenté, il y a toujours les 2 cartouches du roi. Ce nom nous dit qui c'est? Oui. Lorsque la rébellion a commencé, ils ont arrêté le travail qu'ils avaient commencé ici. Ils ont arrêté d'inscrire des hiéroglyphes et ont laissé ce cartouche vide. Parce qu'ils ignoraient qui gagnerait la rébellion. Tout à fait. Ça pouvait être le roi à Alexandrie ou les rebelles ici. C'est pareil là-haut, ils n'ont rien inscrit du tout. C'est la même chose. D'après le professeur Mamdou el-Damati, la position des Ptolémées était précaire. Ils étaient avant tout des dirigeants étrangers qui gouvernaient une civilisation antique très fière. La menace d'une rébellion était constante. C'était la même chose pour Cléopâtre. Le peuple pouvait se rebeller contre elle. Tout à fait. Je commence à comprendre. Ces informations me donnent une idée des pressions auxquelles la reine Cléopâtre a dû faire face. Mais nous sommes dans le temple de ses ancêtres. Il est temps de nous rapprocher d'elle. Je vais entrer dans les entrailles d'une crypte antique, à la recherche de la véritable Cléopâtre et des secrets de son règne. J'essaie de déchiffrer un mythe pour découvrir la vraie Cléopâtre. Elle fut la dernière dirigeante de la dynastie grecque à adopter les traditions des pharaons égyptiens pour dominer le peuple. Mais au temple d'Edfou, j'ai découvert qu'il y avait eu plusieurs tentatives violentes pour les évincer du pouvoir. Les rébellions étaient fréquentes? Très fréquentes. Ah oui. Mais je sais toujours peu de choses à propos de Cléopâtre. Quel genre de chef était-elle? Comment arrivait-elle à gérer les menaces contre son trône? Le professeur Mamdou el-Damati m'emmène dans un périple qui va sûrement m'éclairer. Nous quittons Edfou pour parcourir 110 km en remontant le Nil, en direction d'un temple construit pour Cléopâtre, le temple d'Andera. Pour y arriver, nous montons dans un bateau traditionnel, la felouk. Ce moyen de transport est très relaxant. Mamdou el-Damati en profite pour me donner des détails sur l'histoire de Cléopâtre. À Cléopâtre. À Cléopâtre. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur elle? On a déjà parlé de sa famille, la dynastie ptolémaïque. Parlez-moi d'elle et du moment où elle a pris le pouvoir. Elle était jeune, intelligente et maligne.
Cléopâtre n'avait que 18 ans lorsqu'elle est devenue reine. À cette époque, le puissant empire romain gagnait du terrain et progressait dans ses conquêtes. L'armée romaine contrôlait un territoire de près de 3,5 millions de kilomètres carrés, de l'Europe de l'Ouest à l'Asie mineure. La force conductrice de cet empire était un homme de 52 ans, Jules César, l'homme le plus puissant de cette époque. Cléopâtre devait gagner le soutien de César si elle voulait conserver son trône. Et c'est exactement ce qu'elle fit. La rencontre avec Jules César est l'un des épisodes les plus incontestables de la légende de Cléopâtre. En l'an 49 avant Jésus-Christ, César vient en Égypte pour percevoir un versement. Enroulée dans un tapis, Cléopâtre s'introduit dans la tente de César. En une seule nuit, elle réussit à l'emporter sur le dirigeant du monde connu et sur l'homme lui-même. Le résultat de cette relation est un enfant nommé Césarion. Il est le premier et unique fils naturel de César. Une jeune femme de 21 ans réussit à pénétrer dans la tente de l'homme le plus puissant du monde? Oui. C'est vrai. Personne ne sait si ça s'est réellement passé ainsi. Mais ils ont eu une liaison. C'est une manœuvre politique très astucieuse. À seulement 21 ans, Cléopâtre a négocié une alliance internationale majeure avec le seul homme capable de protéger son trône. Mais comment une jeune reine a-t-elle réussi à mettre au point un plan aussi brillant? C'est beau. Oui, c'est Dendera. Oui. D'après Mamdou El Damati, une partie de la réponse se trouve à notre prochaine destination, le temple de Dendera. Les constructions du bâtiment principal ont débuté sous le règne du père de Cléopâtre, Ptolémée XII. Mon guide m'emmène dans un lieu spécial. On descend? Oui. La crypte. C'est génial. C'est un peu étroit. Regardez cette scène. C'est pour voir cela que nous sommes descendus. C'est le père de Cléopâtre, le roi Ptolémée XII. Je me trouve maintenant nez à nez avec le père de Cléopâtre. Et il y a de fortes chances pour que la reine ait marché dans ces couloirs. Pendant sa dernière année, il a co-régné avec sa fille Cléopâtre. Ils ont régné ensemble? Oui. Pendant combien de temps? Une année, la dernière de son règne. Cléopâtre a été préparée à devenir pharaon. Elle a appris à devenir pharaon et elle s'en est bien sortie. Ah oui? Elle a bien appris. Le professeur El Damati m'explique que Cléopâtre a ingénieusement conquis le cœur des Égyptiens. La clé de son succès réside sûrement dans sa parfaite compréhension de la langue et de la religion égyptienne. Cléopâtre s'identifiait à la déesse Isis. En incarnant la déesse la plus populaire de l'Antiquité égyptienne, Cléopâtre gagne le cœur de son peuple. C'est la seule reine ptolémaïque qui a appris la langue égyptienne. Elle avait déjà le pouvoir en tant que pharaon, mais le fait d'avoir le peuple derrière elle lui conférait davantage de puissance. Oui. En assimilant les leçons des 300 ans du règne ptolémaïque, Cléopâtre a appris à maîtriser l'art des relations publiques. Alors que Cléopâtre avait séduit son peuple ainsi que l'empereur romain, le ressentiment envers Jules César et la reine égyptienne couvait à Rome. En l'an 44 avant Jésus-Christ, la situation explosa soudainement.
César fut assassiné. Il reçut des coups de poignard mortels sur les marches du Sénat à Rome. Nous ne saurons jamais si la jeune reine pleura la perte d'un amant ou d'un allié. Mais un indice à Dendera suggère que son ambition à régner sur le monde resta intacte. C'est une pièce de propagande commanditée par la reine elle-même. Qu'est-ce que cela raconte? C'est la scène principale de Cléopâtre et de son fils Césarion. Cléopâtre est illustrée debout derrière le fils qu'elle a eu avec César, Césarion. Elle le proclame comme le futur dirigeant de l'Égypte. Pas seulement en tant que pharaon, mais en tant que roi des dieux de l'Égypte. Elle fit une déclaration officielle. Césarion est le fils de Jules César et son héritier légitime. Il faut que j'aille à Alexandrie? Oui, allez-y. Elle aurait pu s'effondrer après la mort de César. Au lieu de ça, elle prétendit, à travers son fils, au trône des empires égyptiens et romains. C'était une femme ambitieuse. Alors pourquoi s'est-elle finalement suicidée? Pour le découvrir, je dois me rendre à la capitale de l'Égypte au temps de Cléopâtre, Alexandrie. Je vais errer dans les souterrains à la recherche du palais de Cléopâtre. Je suis les traces de la reine Cléopâtre en Égypte, afin de découvrir la vérité qui se cache derrière la légende. Je sais déjà qu'elle était une grande dirigeante. Elle a appris le dialecte de ses sujets et adopté leurs croyances religieuses. Sa propagande nous apprend que Cléopâtre était une femme ambitieuse et déterminée à manipuler Rome. Elle voulait devenir la reine la plus puissante de l'Antiquité. Il est temps d'entrer au centre de l'empire de Cléopâtre et de comprendre comment tout s'est écroulé. Je retourne à Alexandrie, le siège de la dynastie de Cléopâtre en Égypte. Du Caire, le voyage par le train dure 2 heures, ce qui me laisse largement le temps de peaufiner mes recherches. Après le meurtre de César, Rome dut affronter une crise. 2 hommes se partagèrent le pouvoir et divisèrent l'Empire. Octave, héritier testamentaire et neveu de César, reçut le contrôle des provinces de l'Ouest. Et Marc-Antoine, loyal général de César, hérita des domaines de l'Est. Cléopâtre se retrouva alors sans alliés. César ne fit aucune mention à son fils naturel égyptien Césarion. Sans le soutien de l'Empire romain, sa position en Égypte et ses grandes ambitions ne pouvaient que s'effondrer. Une fois de plus, la légende de Cléopâtre relate une terrible entreprise de séduction. Ayant perdu son protecteur, la reine âgée de 25 ans jeta son dévolu sur Marc-Antoine. Elle organisa une rencontre théâtrale et ils tombèrent amoureux. La réalité est sûrement beaucoup moins romantique. Cléopâtre avait besoin de Marc-Antoine pour protéger ses intérêts contre l'extension de l'Empire romain. Mais Marc-Antoine allait lui aussi y trouver son compte. Le jeune général était un chef populaire et séduisant, mais sa place à Rome dépendait de sa capacité à gagner des guerres pour son empire. Et pour cela, il lui fallait de l'argent. Cléopâtre était alors une reine très puissante, à la tête des villes les plus riches du bassin méditerranéen. Nous voici à Alexandrie, la capitale de la dynastie ptolémaïque et le siège du pouvoir au temps de Cléopâtre.
Construite au bord de la Méditerranée en 332 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand, c'était l'une des villes les plus grandes et les plus influentes de son époque. C'était le New York de l'Antiquité. Un centre prospère pour le commerce international et la navigation. Le palais d'une grande reine ingénieuse devait être époustouflant. Mais trouver des preuves risque d'être compliqué. Au cours des 20 derniers siècles, la plus grande partie de l'ancienne métropole a disparu sous une ville moderne de 5 millions d'habitants. Je vais à la rencontre d'un archéologue qui va pouvoir m'éclairer. Cela fait plusieurs décennies qu'il met à jour l'ancienne Alexandrie, bien en dessous des rues de la ville moderne. Ces escaliers sont l'entrée du monde souterrain. Je vais rejoindre le professeur Jean-Yves Empereur du Centre des études alexandrines. Voici son projet. Ces anciennes citernes sont un immense réservoir souterrain d'eau qui a été imaginé et construit par la dynastie des Ptolémées. Bonjour. Bonjour. Professeur. Enchanté. D'où venait l'eau? Du Nil. Pendant la crue du fleuve, l'eau remplissait les citernes? Oui, grâce à un canal. Jean-Yves Empereur m'apprend qu'un immense réseau de citernes s'étend sous la ville. À l'époque de Cléopâtre, ce réseau fournissait aux habitants d'Alexandrie assez d'eau fraîche pour un an. Quand les citernes étaient bien remplies, combien de personnes pouvaient vivre ici? Environ 500 000 habitants. 500 000? C'était la plus grande ville de la Méditerranée. Ils buvaient tous cette eau. 500 000 habitants. Pour l'époque, c'était énorme. L'équivalent de Rome. Cela change ma perception des choses. La ville de Cléopâtre n'était pas seulement opulente, elle rivalisait avec Rome. La reine d'Égypte était donc plus qu'une séductrice gênante aux yeux des Romains. C'était une menace. Ces citernes sont la preuve de l'héritage que Cléopâtre a fait au monde. Mais je veux retrouver le palais qu'elle avait fait construire. Et l'archéologue sait où il se trouve. Il a une collection de cartes datant du XVIIIe siècle, qui, selon lui, localise avec précision son palais. Voici la carte. Où est le palais de Cléopâtre? On est ici, et une partie du palais est sous l'eau. Pourquoi sous l'eau? Il y a eu un gros tremblement de terre le 21 juillet de l'an 365 après Jésus-Christ. Un séisme? Un gros séisme. Un tremblement de terre a donc détruit le palais au IVe siècle après Jésus-Christ. Mais vu que Cléopâtre faisait toujours les choses de manière monumentale, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des restes. Si je veux le trouver, je dois me mouiller et trouver la personne qui pourra m'aider. Je sais qui je vais appeler. Il se trouve que deux des meilleurs explorateurs sous-marins résident à Alexandrie. John Chatterton et Richie Kohler. Mes amis, les inspecteurs des eaux profondes. Toujours prêts à relever le défi. On a tout arrangé avec le centre nautique. Tout ce qu'il faut, c'est que tu nous dises exactement où tu veux plonger. Je sais quelle partie du port il faut explorer, mais je m'en remets à votre expérience pour le reste. Ces inspecteurs des mers sont ici pour retrouver les vestiges de la 7e merveille du monde antique, le phare d'Alexandrie. Ils ont accepté de commencer par la recherche du palais de Cléopâtre. J'ai de la chance.
John et Richie sont les meilleurs dans leur domaine. C'est à ça que le centre de la capitale ptolémaïque devait ressembler pendant 300 ans. Le port d'Alexandrie est un site archéologique protégé. La plongée y est strictement contrôlée. Le Conseil suprême des Antiquités nous a donné son aval. Au fil des années, plusieurs fouilles archéologiques y ont eu lieu. Assez d'indices ont été trouvés pour convaincre les archéologues que le palais se trouve ici. On va commencer par cette zone, c'est bien ça? C'est logique? Quand on saura ce qu'il y a là-dessous, on remontera et on fera une plongée plus approfondie. Allons plonger. Ils m'ont averti que les années et la nature ont détruit la plupart des choses qui sont sous la surface. Mais on aura peut-être de la chance. Merci. C'est l'heure de vérité. Josh, t'es prêt? Allons-y. Cléopâtre était l'un des plus grands pharaons de l'Égypte ancienne. Il est temps de découvrir ce qu'il reste de son héritage. Je vais faire une plongée inoubliable. Les inspecteurs des mers et moi-même sommes à la recherche du palais de Cléopâtre. Et nous descendons dans les profondeurs du port d'Alexandrie pour le trouver. Je suis sur les traces de la véritable Cléopâtre égyptienne. J'ai déjà découvert que c'était une femme ambitieuse et intelligente à la tête d'un empire florissant qui rivalisait avec Rome. Mais pourquoi tout s'est effondré? Comment 3000 ans de règne pharaonique se sont achevés avec sa mort? Je suis venu à Alexandrie, l'ancienne capitale, dans l'espoir de trouver son palais royal. Mais il y a un problème. En 365 après Jésus-Christ, une grande partie de l'héritage de Cléopâtre fut détruite par un grand tremblement de terre. Tout ce qu'il en reste se trouve sous l'eau, au fond du port d'Alexandrie. Je vais devoir me mouiller pour chercher ces vestiges. J'ai donc demandé l'aide de 2 plongeurs professionnels, John Chatterton et Richie Kohler, pour percer ce mystère. Allons-y. Allons-y. Les premiers instants sont décourageants. L'eau est pleine de sédiments et ressemble à une soupe marron. Josh, tu m'entends? C'est John. Oui, je t'entends. Nous nous attendions à une visibilité faible, mais l'eau est vraiment trouble et il fait sombre. Mais une fois arrivé à 1,50 m de profondeur, l'eau commence à s'éclaircir. On découvre alors beaucoup d'objets artisanaux recouverts de sédiments et d'algues. Josh, c'est difficile de faire la différence entre les vestiges et les fonds marins. Des sédiments marins se sont accumulés sur les fonds pendant près de 2000 ans. Quelque chose attire l'attention de Richie. Attends que la vase s'enlève et tu verras une allée. Notre premier point de repère. Nous savons qu'il y avait une allée en pierre blanche qui menait au palais de Cléopâtre. Cléopâtre a peut-être marché sur cette pierre. La zone est remplie de blocs de calcaire et de granit. Il est difficile de dire s'il faisait partie du palais ou non, mais c'était sûrement le cas de ces colonnes brisées. Regardez la qualité de ces poteries. Les poteries et les colonnes sont très impressionnantes. Mais j'aimerais trouver une preuve plus concrète, quelque chose qui daterait de l'époque de Cléopâtre. Et à ce moment-là,
Reposant sur le fond sableux, nous découvrons une forme familière. Venez par ici! Il y a quelque chose d'incroyable! La pierre à la place de la tête est peut-être un peu lisse, mais la forme du corps est évidente. Ça ressemble à un sphinx. C'en est un! On peut voir la cage thoracique et tout le reste! Cette trouvaille est fantastique. Dans l'Égypte ancienne, les sphinx surveillaient les pyramides, les tombes et les temples. Cela demande un peu d'imagination, mais ce sphinx a peut-être gardé les portes du palais de Cléopâtre. On est peut-être dans le palais de Cléopâtre en ce moment même. Mais nous avons des siècles de retard. Le pouvoir destructeur de l'océan a effacé les traces que la reine avait laissées. Mais j'en ai assez vu pour savoir que nous nageons en plein cœur de l'histoire. C'était impressionnant. C'était génial. Quand on ne bougeait pas trop le sable, on voyait bien les amphores. Il y avait des poteries cassées partout. C'est frustrant. Je voulais les remonter pour mieux les regarder. On a rarement eu la chance de plonger et de voir autant d'objets artisanaux aussi vieux. On était très proche des objets que Cléopâtre a peut-être touchés. Absolument. Le temps et la nature ont détruit l'héritage de Cléopâtre. Mais qu'est-ce qui a causé sa chute? Cléopâtre est restée silencieuse à ce sujet. Les seuls récits qu'il nous reste sont ceux écrits par les intellectuels romains de l'époque. Dans leur version des faits, Cléopâtre devenait de plus en plus dangereuse pour Rome. Non seulement avait-elle corrompu le bel Apollon de Rome, Marc-Antoine, mais le fils qu'elle avait eu avec César était un candidat potentiel au trône de Rome. Cléopâtre représentait donc une menace pour la République romaine. Et en 32 avant Jésus-Christ, Rome déclara la guerre à l'Égypte, qui se retrouva alors au milieu d'une bataille féroce entre d'un côté Marc-Antoine et Cléopâtre et de l'autre Octave, le successeur de Jules César. En 31 avant Jésus-Christ, au bord des côtes d'Axium en Grèce, leurs flottes s'affrontent au cours d'une bataille navale décisive. Marc-Antoine et Cléopâtre sont clairement vaincus. Ils battent en retraite et retournent à Alexandrie. Se sentant déshonoré, Marc-Antoine se suicide. Le professeur Okasha El-Dali me retrouve devant une statue endommagée de Marc-Antoine, un dernier héritage. Mais pour ce qui est de la grande reine d'Égypte, il reste beaucoup moins de vestiges. Cependant, Okasha El-Dali m'explique que je vais pouvoir me faire une idée des dernières heures du dernier pharaon dans les catacombes d'Alexandrie. Il pense que Cléopâtre a mis fin à ses jours dans un mausolée tel que celui-ci. Comment a-t-elle fait? Selon la légende romaine, elle se serait réfugiée dans son propre mausolée, à Alexandrie.
Après une vie aussi glorieuse, elle ne pouvait pas accepter de se retrouver prisonnière et d'être exhibée en tant que trophée dans les rues de Rome. Selon la légende, elle se serait suicidée. Son espoir de régner sur le monde détruit et son amant Marc-Antoine mort, Cléopâtre décida de se donner la mort. Ce fut son ultime défi. C'est un serpent qui l'a tué? On n'en est pas certain. C'est un élément très intéressant parce que le cobra est un animal sacré dans la religion égyptienne. C'est tout un mythe qu'une reine trouve la mort grâce à une créature divine. Elle a choisi une mort symbolique, un dernier témoignage qui marqua la fin d'une époque. Rome décida alors de ne plus jamais permettre qu'un dirigeant égyptien puisse menacer leur pouvoir et influencer cette partie du monde. Avec la mort de Cléopâtre, c'est 3000 ans de règne pharaonique qui prennent fin en Égypte. Tout à fait. Il n'y en a jamais eu d'autres? Non, jamais. Que se serait-il passé si Cléopâtre avait gagné, à votre avis? Si Cléopâtre et Marc-Antoine avaient gagné, le monde serait différent. Si elle avait gagné, son image serait différente aujourd'hui. Elle aurait été décrite comme une dirigeante réfléchie, intelligente et très puissante, qui unifia le monde plutôt que de le diviser. Ce fut un voyage fascinant. Nous avons passé au crible les indices et dépassé la légende. Nous avons ainsi découvert une dirigeante extrêmement rusée et puissante. La reine d'Égypte était une femme ambitieuse, prête à prendre des risques pour faire de l'Égypte le centre du monde antique. Mais c'est ce qui la conduisit à sa chute. Cléopâtre fut le dernier pharaon, mais elle trouva l'immortalité. Pas dans les grandes pyramides de Gizeh ou dans les tombes de la vallée des rois, mais dans les légendes qui résisteront au temps qui passe.